Mesdames et messieurs, aujourd'hui, 27 mai, nous célébrons la Journée nationale de la Résistance, une date qui est hautement symbolique, qui a été choisie en mémoire de cette première réunion clandestine du Conseil national de la Résistance le 27 mai 1943. Il y a 82 ans, dans le Paris occupé, Jean Moulin, qui était envoyé du général de Gaulle, arrivait rassembler autour de la même table les représentants des principaux mouvements de la résistance française. Et c'est cet acte fondateur, qui unifia une France qui était jusque-là morcelée en une armée des ombres, préparant ainsi la libération et la refondation de la République. Rappelons aussi que dès 1940, bien avant cette réunion, il y avait aussi des hommes et des femmes qui ont refusé la défaite et l'asservissement. Rappelons aussi que dans le silence de l'occupation, ces hommes et ces femmes prirent tous les risques pour dire non. Non à la capitulation de 1940 et non à la collaboration, celle du régime de Vichy. Et l'un d'entre eux, Jean Moulin, préfet, révoqué, pour avoir refusé de trahir l'honneur de l'armée française, écriva dès juin 1945 des mots très simples, mais qui en dirent très long sur son courage. Je ne savais pas que c'était si simple de faire son devoir quand on est en danger. Alors, en ce jour solennel, évoquons aussi ce contexte historique qui vit la France coupée en deux. Vous avez certes d'un côté la résistance intérieure et la France libre de Londres, engagées dans ce combat clandestin contre l'occupant nazi, mais vous avez aussi de l'autre côté la collaboration menée par le maréchal Pétain et son gouvernement de Vichy, qui a fait un choix, celui d'aider activement l'ennemi. Pétain lui-même, dès octobre 1940, avait appelé les Français à suivre la voie de la collaboration avec Hitler, avec un régime autoritaire où les valeurs républicaines étaient trahies et les libertés étaient abolies. Cette même propagande pétainiste glorifiait une révolution qu'il appelait la révolution nationale, tandis que pendant ce temps, dans l'ombre, cette résistance française commençait à s'organiser, répondant notamment à l'appel du 18 juin, à l'appel du général de Gaulle. Alors il faut se remémorer, mesurer aussi quelle put être l'ampleur du courage de ces premiers résistants. Les premiers résistants n'étaient qu'une poignée au début, quelques milliers peut-être en 1940-41, face à une majorité de la population qui était abasourdie par la défaite ou soumise à la prudence. 10 à 15% de la population française était plus ou moins favorable aussi, à l'époque, aux idées de Vichy. Et même en 1944, la résistance active ne représentait qu'une minorité, quelques centaines de milliers de combattants sur 40 millions de Français, c'est-à-dire 1%. Et pourtant, cette même résistance était arrivée aussi à rassembler des gens de toute origine et de toute conviction. Il y avait des ouvriers, des paysans, des médecins, des enseignants, des étudiants, des religieux, des militaires, des mères et des pères de famille, des catholiques, des juifs, des protestants, des agnostiques, des communistes, des gaullistes et des patriotes de toutes les couleurs politiques. Il y avait aussi des étrangers réfugiés en France, comme les républicains espagnols ou des antifascistes italiens, des Arméniens, réfugiés arméniens. Et tous s'engagèrent dans nos maquis. De nombreuses femmes aussi, qui n'avaient pas le droit de vote à l'époque, jouèrent un rôle essentiel, souvent comme des agents de liaison, des infirmières, des imprimeurs clandestines, et parfois même armes à la main.
Et Lucie Aubrac fut l'une de ces héroïnes, symbole aussi de ce courage au féminin. Et face à eux, 1% de vrais résistants, actifs. Vous aviez également la collaboration qui avait plusieurs visages. 1% de collaborateurs très actifs dans la population française. 1%. Et cette collaboration d'État qui était orchestrée par Vichy, administration, police, gendarmerie, qui était mise au service de l'occupant. Et ce régime aussi de Vichy, ce qui montre aussi tout le courage des résistants, participa activement à la persécution de tous les opposants et des Français juifs, en adoptant notamment en 40-41 des lois antisémites qui conduisaient à livrer des innocents à l'occupant. Sur le plan idéologique aussi, vous avez toujours cette minorité de fanatiques, et très souvent d'opportunistes d'ailleurs, qui épousèrent l'ordre nouveau nazi. Les partis politiques s'étaient même créés avec Doriot ou Déa, qui recrutaient des adhérents. Et rappelons aussi que certains Français se sont même engagés dans la Waffen-SS. Tout ceci pour montrer évidemment le courage des résistants face à cet appareil d'État et face à l'occupant, avec un prix terrible qui a été payé pour l'honneur et la liberté. On estime qu'à la fin de la guerre, ce sont environ 30 000 résistants français, plus d'1 sur 10 parmi ceux qui ont résisté, qui furent fusillés par l'occupant, 20 000 qui tombèrent au combat et 60 000 qui furent déportés dans les camps nazis, où près de la moitié périrent évidemment dans d'horribles souffrances, c'est-à-dire un résistant sur 2. Tous ces chiffres froids qu'il convient de rappeler, traduisent évidemment à chaque fois des tragédies humaines innombrables, puisque derrière, c'est un visage, c'est une famille, c'est une vie fauchée. Et André Malraux, le grand André Malraux, qui fut lui-même un combattant de la résistance, a rendu hommage à ces martyrs anonymes en une phrase saisissante. Lors du transfert au Panthéon des cendres de Jean Moulin en 1964, en évoquant ses compagnons d'infortune, Malraux rappelle ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi. C'est-à-dire tous ces résistants qui ont été poursuivis, torturés, parfois à mort par la Gestapo, qui n'ont jamais trahi aussi leurs camarades, ni livré aucun secret. Et c'est grâce à tous ces héros que l'honneur de la France fut sauvé dans la nuit de l'occupation. Alors en ce jour de commémoration, présence de porte-drapeau, d'anciens combattants de la liberté, d'élus, nous mesurons le chemin parcouru. Nos principes républicains, que l'ennemi d'hier voulait abattre, sont aujourd'hui les fondements de notre vie démocratique. Si nous pouvons nous réunir librement, si nous pouvons débattre, si nous pouvons voter, si nous pouvons vivre aussi dignement, c'est grâce à ce sacrifice de ces hommes en 1940 jusqu'à la fin de la guerre. C'est pourquoi notre reconnaissance envers les résistants et les martyrs doit demeurer immense. Et plus que la gratitude, ils nous ont aussi légué une responsabilité. La responsabilité qu'ils nous ont léguée, c'est de rester vigilants et de défendre aussi ces mêmes idéaux pour lesquels ils ont tout donné, pour lesquels ils ont combattu. Et le combat de la résistance, peut-être encore aujourd'hui, plus que jamais, n'appartient pas qu'au passé. Ce sont des enseignements qui nous éclairent sur le présent et sur l'avenir. Et comme l'a formulé la grande Lucie Aubrac, le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent. Le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent. Et chaque génération, la nôtre comme celle de nos enfants, nos petits-enfants,
doit évidemment donc continuer à conjuguer ce verbe au présent. Conjuguer ce verbe au présent, c'est-à-dire résister, résister face à la haine, résister face à toutes les tentations d'intolérance, d'exclusion, résister à l'indifférence, résister à l'oubli avec le devoir de mémoire. Et transmettre la mémoire de la résistance, c'est un devoir. C'est un devoir civique. Nous le devons aux résistants, aux héros d'hier, mais nous le devons aussi aux jeunes, à nos enfants, nos petits-enfants, d'aujourd'hui et de demain. Et ce que nous commémorons, ce n'est pas une page figée d'un livre d'histoire, c'est un héritage qu'il nous appartient de faire vivre, un héritage vivant. C'est pourquoi dans nos écoles, dans nos familles, dans nos commémorations, nous devons faire vivre tous ces récits exemplaires, Jean Moulin, André Malraux, Lucie Aubrac, et puis tous ces inconnus qui nous ont permis de sauver l'honneur de notre pays. Alors en ce 27 mai, l'hommage à la résistance française, l'hommage aux combattants de l'ombre, d'ici, d'ailleurs, et engagement solennel, doit être de se dire que la flamme qui les a animés doit continuer de nous éclairer. Vive la République, vive la France libre et vive la France résistante.